16h45, soyez les bienvenus dans le grand dossier. Donald Trump préside ce soir une réunion de crise dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche. Va-t-il acter l'échec des négociations avec l'Iran ou la reprise de la guerre? Le président américain veut montrer qu'il a les cartes en main, comme hier soir. Ce cliché en noir et blanc, tout un symbole, alors qu'auparavant, quelques minutes auparavant, on avait tenté de l'assassiner. Il veut montrer que juste après, il a été en capacité de se retrouver à son bureau, aux côtés de J.D. Vance, le vice-président américain, ou encore Pete Hegseth, son secrétaire d'État à la guerre. Face à un tireur qui a semé le chaos dans le Washington Hilton, il voulait éliminer les membres de l'administration Trump avant d'être stoppé dans sa course folle, comme le montrent ces images de vidéosurveillance par le Secret Service. Une attaque révélatrice de la violence qui gangrène la société américaine, fracturée comme jamais. Donald Trump accusé d'être responsable d'un tel climat, d'avoir désigné des cibles, enflammé, hystérisé le débat politique. Mais les Américains lui reprochent surtout de s'enliser dans une guerre qu'il n'était pas censé déclencher. Trump maintient qu'il a le contrôle du détroit d'Ormuz, que son blocus naval finira par étouffer l'Iran dans les 48 heures. Mais voilà, regardez les images. Non seulement les navires sont toujours bloqués dans le détroit d'Ormuz, des dizaines de cargos de pétroliers, mais en plus, dans ce couloir stratégique que le monde entier veut voir ouvrir, des cargos réussissent à contourner le blocus américain. Nous partirons aux États-Unis, en Iran, dans le Golfe Persique, au Qatar, retrouver nos envoyés spéciaux, nos correspondants déployés à travers le monde pour vous faire vivre ce face-à-face Trump-Iran qui menace ce soir de rebasculer dans le conflit militaire, dans la guerre. Iran-États-Unis, Trump n'a plus les cartes en main. C'est la question que nous posons dans le grand dossier. Rien ne fera reculer le président américain, pas même les tirs qui ont provoqué son évacuation au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Écoutons. Cela ne me fera pas renoncer à gagner la guerre en Iran. Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir, je ne pense pas, d'après ce que nous savons. Mais nous allons continuer à faire du bon travail, c'est tout ce que je peux faire. Partons aux États-Unis, retrouver Sonia Dridi, notre correspondante à la Maison-Blanche, qui était au dîner où le tireur a semé le chaos hier. Bonsoir Sonia, ravie de vous retrouver saine et sauve. On comprend que Donald Trump n'a pas l'intention de se laisser déstabiliser par l'Iran et il tient ce soir une réunion de crise dans la Situation Room. Oui, Donald Trump qui est un animal politique et qui a très vite rebondi après l'incident dans cet hôtel Hilton en plein cœur de la capitale. D'ailleurs, il y a eu ce moment surréaliste où il a convoqué les journalistes pour une conférence de presse moins d'une heure après les tirs qui avaient eu lieu. Et aujourd'hui, en effet, il y aura une réunion dans la Situation Room, dans la salle de crise de la Maison-Blanche à propos de l'Iran. Donald Trump qui maintient que les États-Unis ont les cartes en main. Alors, il y a quelques jours, il avait parlé d'une réunion qui devait avoir lieu au Pakistan ce mardi, en gardant le flou. En tout cas, on le sait, il a annulé le voyage de ses émissaires parce qu'il a dit que cela ne servait à rien qu'il passe tant de temps dans l'avion, 17-18 heures, pour finalement ne rien obtenir. Mais on sent que c'est une administration qui continue de réfléchir à la marche à suivre et des informations données à CNN par des responsables proches du secrétariat à la défense a assuré que le Pentagone envisageait éventuellement des actions de cibler les capacités militaires iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante à la Maison-Blanche en direct de Washington ce soir. Allons plus loin pour comprendre ce qui se joue sous nos yeux et j'ai le plaisir d'accueillir le colonel Michel Goya. Bonjour colonel, bonsoir colonel, consultant militaire pour LCI. Brigitte Hadès, bonsoir. Vous êtes grand reporter, chef du bureau britannique de la revue politique internationale. David Rigolet-Rose, bonsoir. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS.
Abbas, grand spécialiste de l'Iran. Guillaume Roquette, bonsoir. Ouais. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et Grégory Phillips, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef international pour LCI. Donald Trump affiche une sérénité à toute épreuve face à l'Iran qui est en train, c'est ce que nous verrons, en train de le cornériser. Sérénité également face au tireur du Washington Hilton, Cole Thomas Allen, qui voulait régler ses comptes avec l'administration Trump dans un bain de sang avant d'être neutralisé par le Secret Service. Grégory, ce qui est saisissant, c'est le parcours qu'a réussi à emprunter l'assaillant avant de se retrouver seulement à quelques mètres du président américain. Grâce à vous, nous allons retracer précisément son périple fou, image à l'appui. Grégory, tout avait si bien commencé dans ce dîner des correspondants à la Maison-Blanche, que vous connaissez, vous y avez déjà assisté par le passé. Donald Trump, lui, assistait pour la première fois à ce dîner en tant que président des États-Unis, avec son épouse Melania. Racontez-nous cette scène, tout en détente. Voilà, donc vous êtes dans une salle de bal, il y a 2600 personnes, tout se passe bien. Et là, vous avez un mentaliste qui s'appelle Oz Perlman qui est en train de faire un petit sketch pour détendre l'atmosphère. Quand tout à coup, regardez les visages, notamment le visage de Melania Trump. On entend au fond de la salle un bruit. Au départ, certains pensent que ce sont peut-être des plats qui sont tombés, mais non, on reconnaît des coups de feu. Et vous voyez que Melania Trump, la First Lady, la première dame, est la première à réaliser ce qui se passe. Donc le dîner est évidemment interrompu et tout de suite après, évidemment, dans les secondes qui interviennent, on a vu ces images sur les télévisions du monde entier, le président est évacué. Vous allez voir ça à l'instant. Il va être évacué par les membres du Secret Service avec J.D. Vance, ainsi que le vice-président J.D. Vance. On regarde la séquence. Voilà, donc ça dure quelques secondes. Évidemment, Donald Trump, après ses coups de feu, est immédiatement évacué par les agents du Secret Service, ainsi que J.D. Vance, on l'a vu, le vice-président, qui se trouvait à la même tribune. Et pendant ce temps, l'assaillant, Cole Thomas Allen, un ingénieur informatique brillant, inconnu des services de police, lui est interpellé après avoir tenté de faire irruption dans la salle. Et c'est, vous le voyez, Donald Trump qui poste ce cliché-là quelques minutes seulement après la tentative d'assassinat. Oui, la photo de cet homme donc qui s'appelle Cole Thomas Allen, il a 31 ans, c'est lui qui a tenté de pénétrer à l'intérieur de la salle du bal et d'ouvrir le feu, vous l'avez dit, inconnu des services de police, il vient de Californie, il est venu à Washington en train par Chicago la veille, il s'est installé dans l'hôtel, il a pris une chambre dans cet hôtel Hilton et c'est lui qui donc, quelques minutes après le début du dîner, descend de sa chambre au 10e étage, armé avec au moins 2 armes et des couteaux pour tenter de pénétrer dans la salle du bal. Sauf qu'à un moment donné, il y a un barrage de sécurité. On va voir les images de surveillance. Vous allez voir, il va essayer de franchir ce barrage de sécurité. On va voir ça dans un instant. Voilà, là on est exactement à l'endroit où il a été arrêté. Oui. On est au rez-de-chaussée, la salle de bal est au sous-sol. Il a un escalier à descendre et un dernier barrage de sécurité à franchir. C'est là où se trouvent notamment les hommes chargés de la sécurité de l'événement. Donc on va voir les images qui sont en noir et blanc, où on le voit très rapidement franchir le barrage de sécurité. Il va très 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 vite. Voilà, exactement. Il va arriver par là, vous allez voir. Là, ce sont les hommes de la sécurité qui attendent. Là, il y a un portique de sécurité. Et d'un seul coup, on va voir un individu se mettre à courir, forcer le barrage. Là, les agents ouvrent le feu. Le premier à ouvrir le feu, c'est celui qui se trouvait ici, en bas, à gauche. Les autres ouvrent le feu. C'est pour ça qu'il y a 4 ou 5 coups de feu. Il parvient à courir 20 mètres, a calculé le Washington Post, qui évidemment a retranscrit la scène quasiment seconde par seconde, et 20 mètres plus loin, l'homme est maîtrisé, il est mis à terre, il n'a pas pu descendre l'escalier qui menait à la salle de bal où se tenait la réception.
c'est important de le préciser parce qu'on a beaucoup dit, et c'est vrai, que l'assaillant se trouvait à quelques centaines de mètres du président. Mais regardez, c'est à ce niveau-là qu'il a été interpellé. Il aurait fallu qu'il descende l'escalier pour rejoindre la salle de réception. Oui, mais regardez, il n'est pas très loin. C'est-à-dire qu'il part de là, il y a le contrôle de sécurité, il court les 20 mètres. Ici, il est plaqué au sol par les agents de sécurité. On note qu'il n'est pas touché par les tirs, c'est-à-dire qu'il n'est pas abattu par les forces de sécurité. Il est arrêté juste avant l'escalier qui effectivement descend. Vous avez quelques marches, je connais bien les lieux, je vois exactement où ça se situe. On va poursuivre ce débat. On écoute Emmanuel Macron depuis Andorre. Maintenant le Liban, nous l'avons fortement souhaité et nous avons œuvré pour. Il faut maintenant que les discussions puissent avancer. Et pendant ce cessez-le-feu et cette discussion, on fait tout pour que le trafic puisse reprendre de manière normale. J'ai eu l'occasion de m'entretenir hier avec le président Trump, plus pour aussi lui dire à quel point nous condamnions la violence dont il avait été victime. Mais c'est de convaincre aussi que c'est important de pouvoir rouvrir de part et d'autre le trafic pour permettre au gaz, au pétrole, aux engrais, aux marchandises de pouvoir passer ce détroit, parce que ça impacte l'économie mondiale. Nous avons mis en place une coalition qui a vocation justement aussi à sécuriser, stabiliser, montrer que la communauté internationale est derrière une telle ouverture. Et donc j'espère que les parties prenantes, nous arriverons à les convaincre dans les prochains jours. Je réengagerai d'ailleurs dès après cette visite en échangeant à nouveau avec les autorités iraniennes. Non mais on voit, nos compatriotes sont tous, on parlait avec le chef du gouvernement, partout en Europe, mais c'est vrai, je dirais partout dans le monde, les prix pèsent et on voit bien, on était ce matin dans un département qui est très rural, tous nos compatriotes qui sont dans la ruralité sont touchés par le prix de l'essence, parce qu'il n'y a pas d'alternative de transport en commun. Donc c'est très dur pour eux. Donc le gouvernement a pris des premières mesures sur certains secteurs ou pour les gros rouleurs. Enfin, il faut qu'on traite le problème à sa racine. Et sa racine, c'est en effet de permettre à ces routes de se rouvrir. Donc je veux dire à nos compatriotes qu'on est à leur côté, que le gouvernement fait le maximum, mais qu'on est surtout à la tâche pour que les choses repartent dans la bonne direction et que le calme revienne. Voilà. Je l'ai dit, il faut de la transparence, et de la méthode. Il ne faut pas qu'on se divise en ce moment-là. Et donc, vous savez, les seuls qui profitent, c'est ceux qui produisent. On ne produit pas, nous. Et donc, toute la chaîne après, il faut qu'il y ait de la transparence. C'est ce que le gouvernement a mis en place dès le début, avec des professionnels, en espèce notre répression des fraudes et la concurrence, qui regardent, oui, bien sûr, et puis cette transparence, elle vient ensuite au gouvernement, elle est partagée, et on évite qu'il y ait des marges excessives qui se forment. Mais la cause du problème, c'est pas tel ou tel, vous savez, chez nous. La cause du problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce blocus, et il y a le détroit d'Ormuz qui est fermé. Donc il faut traiter le problème à la racine, permettre aux choses de repartir, et puis de manière aussi plus profonde, nous réduire nos dépendances. Ça, c'est au long cours. Je suis pas en train de vous dire c'est ce qui va permettre de régler le problème de tous nos compatriotes demain. Mais tout ce qu'on a fait ces dernières années, qui réduit nos dépendances aux hydrocarbures fossiles, va dans la bonne direction. Donc il faut en même temps l'intensifier. Parce qu'on voit bien ce à quoi ça nous expose. Merci. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très heureux d'être en Andorre. Emmanuel Macron qui souhaite que le trafic dans le détroit d'Ormuz reprenne très vite. Il précise que les réponses apportées ne sont pas bonnes. Il vise indirectement Donald Trump, lui qui avait dit aujourd'hui, il y a quelques heures, qu'il fallait rouvrir ce je ne dirais pas plus, détroit, et qu'il avait sous-entendu que Donald Trump était responsable de cette situation de blocage par les choix qu'il avait entrepris. Nous allons évidemment y revenir, car la question de ce grand dossier ce soir, c'est sur l'Iran, sur les États-Unis. Trump est-il en train de perdre la main? Est-ce qu'il a encore les cartes en main? C'est une formule qu'il avait utilisée face à Volodymyr Zelensky. Vous n'avez pas les cartes, nous avons les cartes. Est-ce que ce soir, Trump a encore les cartes? Nous allons y revenir évidemment sur le détroit d'Ormuz, sur le piège iranien, et nous partirons en Iran et dans le Golfe Persique retrouver nos envoyés spéciaux. Grégory, avant
avant qu'Emmanuel Macron ne prenne la parole depuis Andorre, vous nous expliquez que la course folle du tireur s'était terminée plus tôt que prévu. Et on va regarder les images en 3D qui montrent là où il s'est arrêté et la course qu'il espérait finir. Voilà, donc là vous êtes juste après le lobby de l'hôtel et effectivement il y a un escalier qui descend directement vers la salle de bal et c'est à cet endroit précis que le tireur, le suspect présumé, a été arrêté par les forces de sécurité à temps. Il n'y a pas eu de blessés. Un seul agent de sécurité, un agent du Secret Service a été légèrement blessé, vraisemblablement par un tir ami, c'est-à-dire par l'un de ses collègues, mais il était protégé heureusement par son gilet pare-balles et le tireur n'a jamais pu pénétrer à l'intérieur de cette salle-là où il y avait 2500 personnes qui étaient en train de dîner, dont évidemment le 47e président des États-Unis. Donald Trump a dit à CBS « Nous vivons dans un monde de fous ». Guillaume Roquette, à qui la faute ? Alors, la faute... je ne suis pas sûr qu'elle soit due à cette ambiance générale. On va dire que cette atmosphère un peu hystérisée qu'est la vie politique américaine, elle peut expliquer ce qui se passe. Mais pourquoi j'étais réticent avant de vous répondre, c'est parce que ça ne peut en aucun cas l'excuser. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, Donald Trump est un homme qui focalise sur lui-même toute l'attention de ses compatriotes. Il y a une surexposition qui est quasiment obsessionnelle chez lui, à la fois avec ses interventions télévisuelles, avec ses interventions sur son propre réseau social. Mais pour autant, en aucun cas, ça ne peut expliquer en tout cas légitimer le fait que on tente de vouloir le tuer. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on prend un peu de recul, dans le passé, il y a toujours eu des tentatives d'assassinat politique. Oui. Et donc, je pense que ce serait suivre un mauvais chemin que de dire, si Trump était plus modéré, des choses pareilles n'arriveraient pas. Parce que la politique de Trump, c'est la politique voulue par une majorité d'Américains. Donc si on commence à dire, la nouvelle donne de la politique aujourd'hui, c'est de dire, on ne fait rien qui soit trop clivant, qui soit trop segmentant, parce que sinon, il y a des risques de violence, alors à mon avis, c'est la fin de la politique. Alors, sans justifier, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi beaucoup d'experts, et vous allez nous dire si vous êtes d'accord, pensent que l'Amérique n'a jamais été aussi fracturée depuis la guerre civile. Comment en est-on arrivé là, à une Amérique au bord de la rupture, et à de plus en plus d'Américains qui répondent par les armes pour exprimer leur désaccord politique? Alors oui, on va prendre un peu de recul. Vous savez, dans l'ADN des États-Unis, dans la création des États-Unis, il y avait deux obsessions. Enfin, il y a une obsession, c'est la tyrannie. C'est la République des États-Unis, la République américaine. Elle s'est fondée avec comme modèle la République romaine, qui a déchu les rois et qui finalement est devenue impériale. Et contre-modèle, la République anglaise, qui a terminé dirigée par Lord Cromwell, un dictateur. Et donc, depuis l'origine, il y a cette obsession que le chef, le président, est un tyran potentiel. Et c'est une raison pour laquelle on a limité considérablement ses pouvoirs, que tout le monde, les fonctionnaires prêtent serment non pas au président, mais à la Constitution, etc. Et qu'il n'y a pas, par exemple, qu'il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée dans la Constitution américaine, il ne doit pas y avoir d'armée parce que c'est un instrument de tyrannie. En revanche, ça c'est le deuxième élément, c'est que le pouvoir, et notamment le pouvoir de la force, il est donné aux citoyens. C'est-à-dire qu'au contraire, il n'y a pas d'armée, mais il y a des milices. Et on autorise, il y a un peu, c'est le mythe, on appelle ça du Minuteman. Le Minuteman, c'est l'homme qui va s'équiper, qui a son fusil chez lui, qui va s'équiper et qui va défendre la patrie. Et ça, c'est un fondement culturel essentiel aux États-Unis. Et donc, il y a cette idée que les citoyens, alors c'est plutôt une idée positive, que ce sont les citoyens eux-mêmes qui défendent les États-Unis, qui défendent la démocratie. Et donc, on se retrouve, que ce soit contre les ennemis extérieurs ou éventuellement contre les menaces intérieures. Et donc, on se retrouve régulièrement à des périodes des États-Unis, la fin du 19e siècle, par exemple. Vous avez l'assassinat de Lincoln déjà en 65. L'assassinat de Lincoln, son assassin, c'était dans un théâtre, va sur la scène en disant, voilà, en latin, voilà comment meurent les tyrans, quoi. Vous avez en 1880, vous avez l'assassinat de Garfield. En 1901, l'assassinat de McKinley, assassinat politique.
On est dans une période de clivage politique très fort, où c'est les périodes où les États-Unis changent énormément, et où effectivement, il y a des clivages très forts. Vous avez les années 30, c'est aussi très violent. Les années 60, c'est aussi violent aux États-Unis. Et là, on est à nouveau dans une phase de violence, de clivage politique. Et ça date pas de l'élection de Donald Trump. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a une multiplication de ces gens qui se croient investis d'une mission de défendre les États-Unis, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, et qui multiplient les actes violents. Et on est effectivement dans une nouvelle phase où vous avez plein de gens qui décident de passer à l'acte, qui décident de défendre la patrie. Quand vous regardez le manifeste, la déclaration de l'assaillant, oui. De l'assaillant, il dit en gros, je vais essayer de tuer non seulement d'ailleurs Trump, mais tous les gens qui sont mauvais pour les États-Unis, parce que tout un tas de raisons. Donc il se croit investi. C'est quelqu'un d'intelligent, qui est cultivé, qui est l'éducation, mais qui se croit investi d'une mission politique. Et donc le problème, c'est qu'on est dans toute cette période et que ça risque malgré tout de continuer quand même encore un certain temps. Brigitte Hadès. Oui, c'est-à-dire que les États-Unis, vous avez tout à fait raison, tiennent beaucoup à leur démocratie. N'oublions pas que c'est la première démocratie moderne, c'est les États-Unis. En 1776, avant nous, ils sont inspirés par Montesquieu, il y a les contre-pouvoirs. Or, qu'est-ce qu'il fait Trump ? Il sape les contre-pouvoirs. Le Congrès n'ose pas vous dire un mot, personne n'ose parler. Dès qu'il y a quelqu'un qui le contredit, c'est un traître. On est dans une espèce de clivage et de situation où les gens n'osent pas. Moi, avant qu'il soit élu, je me disais, il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis, ça ira, mais ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et vous avez raison, le second amendement, justement, c'est contre les tyrannies. Il autorise les gens, justement, à prendre le pouvoir contre les tyrannies. Donc là, on est en pleine création. Et puis, sinon, il y a aussi le grand drame, c'est que finalement, cet homme qui était quand même un homme éduqué, qui se pense investi d'une mission, mais c'est effectivement une mission qui s'est donnée, comme d'ailleurs le jeune qui a voulu tuer Trump avant les élections. Ouais. Lui aussi, il se sentait qu'il faisait ça pour se sacrifier pour la nation américaine. Oui, mais c'est quand même un peu paradoxal de dire que les Américains aiment la démocratie et que donc on en vient à tuer le président légitimement élu. La démocratie. On ne justifie pas l'assassinat contre Donald Trump. Je crois que là, on est en train de retourner totalement la réalité. Il existe. Je suis d'accord avec ce qu'ils font. J'essaie d'expliquer la mentalité de ces gens, parce que moi, je vais souvent aux États-Unis, j'ai vu une partie de l'année, je vois. Il y a des gens qui le détestent, il y a une espèce de clivage, et les gens ne se reçoivent pas, les gens n'osent pas dire qu'ils ont voté pour Trump, les gens n'osent pas dire qu'ils sont contre Trump. Il y a une société absolument clivée en deux. Mais ça, c'est tout à fait détestable. C'est terrible, notre confrère Guillaume Debré a même écrit un livre là-dessus, sur la nouvelle guerre de sécession. Voilà. Mais il me semble qu'il existe aux États-Unis des moyens démocratique de réguler cela. Il y a la procédure d'impeachment qui est extrêmement sévère si le président des États-Unis sort de son pouvoir. Il y a les mi-termes, les élections de mi-mandat. Même en France, on n'a pas ça. En France, le président, il est peinard pour 5 ans. Il a l'Assemblée derrière lui, s'il a sa majorité, à moins qu'il soit suffisamment inconséquent pour dissoudre l'Assemblée nationale. Je ne vois pas de qui vous parlez, Guillaume Roquette. Il est tranquille. Alors que là, il y a des élections au mois de novembre. Si Donald Trump disait, finalement, les Américains m'aiment tellement que j'ai pas besoin de nouvelles élections. Là, on pourrait comprendre qu'il y ait une même violente, une levée de bouclier contre lui, mais j'ai le sentiment qu'il a été réélu démocratiquement et que donc c'est quand même un peu bizarre de dire c'est au nom de l'amour de la démocratie qu'on peut expliquer la violence. C'était en tout cas la justification du tireur Cole Thomas Allen qui disait personne d'autre ne va se dresser contre Trump, donc j'y vais, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. C'est son manifeste, je ne dis pas évidemment qu'on est d'accord avec ça. David Rigoulet-Rose, votre regard? Oui, alors de toute façon c'est très compliqué parce que quand on met face à face la culture européenne et la culture américaine, on est, alors qu'il y a des valeurs communes par ailleurs, il y a quand même des différences énormes. En Europe, la construction de l'État s'est fait sur le fait de retirer les armes aux individus. Ça a pris des siècles, c'est le monopole de la violence légitime, au détriment des individus et au profit de l'autorité étatique. Aux États-Unis, pas du tout. Et donc c'est dans la Constitution et c'est pour ça que le poids de la National Rifle Association est aussi important.
et que les présidents américains, toutes tendances confondues, font très très attention à pas remettre en cause ce privilège individualisé, on va dire. Ça renvoie aussi à l'esprit de la frontière, etc. Donc, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même une polarisation, une espèce d'érosion, on va dire, de l'esprit civique. Ce qui est assez nouveau quand même par rapport aux périodes précédentes, même s'il y avait des débats politiques très marqués parfois, notamment on se souvient des précédents présidents, mais là il y a une espèce de chose malsaine qui se diffuse et qui effectivement est accentuée par Donald Trump. C'est pas lui qui le provoque, il est à la fois celui qui l'accentue et le symptôme de cette évolution. Ce qui est préoccupant, mais c'est pas propre aux États-Unis d'ailleurs, hein. On le voit ailleurs aussi. Donc il faut relativiser. Il ne faut pas faire une fixation sur uniquement la situation américaine, même si ça prend un relief très particulier. Que cette société soit extrêmement clivée en ce moment, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il suffit de voir effectivement d'un côté les manifestations No Kings pour dénoncer Trump qui attire des millions de personnes dans les rues, de l'autre parfois les discours de Trump très véhéments, et puis on a tous en tête le Capitole. Mais je pense qu'il faut différencier ce clivage qui existe entre les Américains aujourd'hui et l'acte d'un individu qui pour l'instant paraît être isolé. On verra ce que dit l'enquête, est-ce qu'il avait des problèmes psychiatriques, etc. Là, le fait de passer à l'acte va quand même bien au-delà de ce clivage qui est réel aujourd'hui dans la société américaine. C'est un individu isolé qui décide de faire ça. Dans cette discussion, permettez-moi d'accueillir Pierre Servant, éditorialiste géopolitique pour TF1 LCI. Bonsoir Pierre Servant, ravi de vous accueillir. Vous allez contribuer à nous aider à comprendre ce qui se joue derrière le bras de fer musclé entre l'Iran et les États-Unis à l'heure où Donald Trump estime que c'est lui qui a le contrôle de l'agenda du détroit d'Ormuz, lui ou les Iraniens, alors que les cargos arrivent à contourner le blocus américain et où même un super yacht à 500 millions de dollars d'un oligarque russe a réussi à traverser le détroit sans aucune difficulté. Iran, États-Unis, Trump n'a plus les cartes en main. Le grand dossier se poursuit en direct sur LCI. Il est 17h18, soyez les bienvenus dans le grand dossier consacré à cette question ce soir. Iran, États-Unis, Trump n'a plus les cartes en main. Donald Trump maintient qu'il a le contrôle du détroit d'Ormuz, que son blocus naval étouffera l'Iran dans moins de 48 heures et que le régime devra céder. Mais regardez ces images du jour, non seulement des dizaines de navires toujours bloqués dans le détroit d'Ormuz, mais dans ce couloir stratégique que le monde entier veut rouvrir, des cargos réussissent à contourner le barrage américain. Nous partirons en Iran après le rappel des principaux titres de l'actualité ce soir. À la une, il voulait tuer Donald Trump. Cole Thomas Allen sera déféré dans quelques dizaines de minutes à Washington. Il est accusé, le chef d'inculpation, emploi d'une arme à feu pendant un crime violent et d'attaque contre un officier fédéral avec une arme dangereuse. Il avait rédigé un manifeste politique pour expliquer son geste. Conséquence directe du blocage du détroit d'Ormuz, le prix du kérosène a flambé à tel point que la compagnie Transavia, filiale d'Air France, a décidé d'annuler plusieurs vols pour le mois de mai et le mois de juin. Les clients qui avaient déjà acheté leurs billets seront inscrits sur d'autres vols ou pourront être remboursés. Les surveillants pénitentiaires en grève, une prison française sur 5 était bloquée ce matin. En cause, un manque d'effectifs d'un côté et une surpopulation carcérale de l'autre. Les syndicats UFAP-UNSA demandent un plan d'urgence de la part du gouvernement. Voilà pour l'essentiel de l'info à 17h20. Vous êtes bien devant le grand dossier Iran-États-Unis. Donald Trump n'a plus les cartes en main. C'est la question que nous posons avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Pierre Servant, éditorialiste géopolitique TF1 LCI, Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Grégory Phillips, rédacteur en chef international sur LCI, le colonel Michel Goya, consultant militaire LCI, Brigitte Hadès, grand reporter, chef du bureau britannique de la revue politique internationale, et David Rigoulet-Rose, grand spécialiste de l'Iran, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS.
Donald Trump maintient qu'il a le contrôle du détroit d'Ormuz, que son blocus naval étouffera l'Iran dans les prochaines heures et que le régime iranien devra céder. Mais regardez cette image qui en dit long sur les conséquences de ce bras de fer voulu par Donald Trump. Des dizaines de navires qui sont toujours bloqués dans le détroit d'Ormuz et dans ce couloir stratégique que le monde entier veut voir rouvrir. On a entendu l'impatience d'Emmanuel Macron il y a quelques instants. Des cargos réussissent à contourner le barrage américain. C'est dans ce contexte que l'attaque contre le président américain n'a pas manqué de faire l'objet de moqueries d'Iraniens proches du régime sur Internet. Regardez. White House dinner just went down. Had to control everything. LMAO. But did you? Drama still hit anyway. No comedians. No comedians. Snowflake, ego so fragile. Can't handle the smoke. Hire the mentalist so you don't get roasted, bro. Control the whole show. You the only one to blame. You control the video, but you don't control Iran. Yeah. You talk big tough guy, but we laughing out loud. Let the show go on like a hero. But no one was even phased. La propagande iranienne, Grégory, qui s'empare de l'attaque contre le président américain. Oui, alors on l'a déjà souligné ici, l'extrême rapidité de cette propagande iranienne à fabriquer des images qui vont être relayées très rapidement sur les réseaux sociaux en reprenant les codes occidentaux, américains, puisque vous avez les Legos, la casquette MAGA et une musique de rap chantée en anglais. Donc évidemment, ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé samedi soir à Washington est du pain béni pour cette propagande iranienne, pour montrer un Trump affaibli, obligé d'être dégagé par son secret service parce qu'un homme a essayé de lui tirer dessus. Les Iraniens s'en sont saisis. Le régime de la République islamique s'en est saisi immédiatement. Parce que ces vidéos, elles sont vues dans le monde entier. Donc elles s'adressent pas seulement aux Iraniens, mais elles s'adressent à la planète entière, au sud global, pour montrer Donald Trump en état de faiblesse. Oui, c'est exactement ça. Et l'image qu'on a vue, alors tout à l'heure, quand Trump est évacué, il trébuche légèrement. Et évidemment, pour les Iraniens, ils ont beau jeu de montrer la fragilité du président américain qui, à leurs yeux, est menacé, y compris dans son propre pays, par ses opposants. Guillaume Roquette. Oui, c'est une habileté iranienne. C'est d'ailleurs intéressant parce que on dit ce régime, en tout cas les gens optimistes qui pensent à une fin rapide de la guerre disent que le pays est au bord du collapsus. Ben, ils sont encore capables de produire ce genre d'image, ce qui montre d'ailleurs, comme quand on est en direct avec votre correspondant en Iran et qu'on voit la circulation dans Téhéran, oui. C'est pas un régime qui est sur le point de tomber, ça, hein, vraiment. Eh bien justement, on va partir en Iran, puisque Siavosh Ghazi nous attend, correspondant France 24 RFI à Téhéran. Bonsoir Siavosh. À l'heure où Donald Trump préside ce soir une réunion de crise à la Maison Blanche, le régime iranien, lui, estime qu'il est en position de force? Oui, absolument. La force de l'Iran, c'est d'abord, selon les autorités, c'est d'avoir gagné, d'avoir résisté pendant 40 jours aux frappes américaines et israéliennes, et d'avoir tenu tête et d'avoir remporté cette guerre de 40 jours. Et ensuite, l'essentiel, le pouvoir iranien, c'est le contrôle de ce détroit d'Ormuz. Il n'est pas question de lâcher donc le morceau. Il y a une loi qui est en préparation. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement l'a expliqué aujourd'hui à la télévision iranienne. Une proposition de loi en 11 points. Donc l'Iran va recevoir des taxes en rial, en monnaie iranienne, ce qui va permettre de renforcer la monnaie iranienne face au dollar et face à l'euro, aux devises fortes, mais aussi interdiction totale de tout passage de navires militaires des pays agresseurs, c'est-à-dire les États-Unis, Israël, mais aussi les monarchies arabes du Golfe Persique. Et aussi tous les navires de ces pays-là, en particulier des monarchies arabes du Golfe Persique, doivent payer des réparations de guerre avant d'obtenir des autorisations pour que leurs navires puissent traverser le détroit d'Ormuz. Donc une position très très ferme de la part du pouvoir iranien. Cette loi doit être votée dans les prochains jours par le Parlement iranien. Donc un nouveau durcissement, un nouveau bras de fer de plus avec à la fois les États-Unis mais aussi les monarchies arabes du Golfe Persique. Et il faut savoir que le blocus qui a été imposé par les Américains. Petit souci
tout va bien. Que des navires iraniens traversent ce blocus. Et en plus de ça, juste une phrase, c'est que l'Iran a aussi des frontières avec la Russie, la Turquie, l'Irak, mais aussi un chemin de fer avec la Chine qui lui permettent d'importer des produits nécessaires à l'Iran. Merci beaucoup Siavosh Ghazi pour ces remontées de terrain très précieuses. Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI en direct de Téhéran. Pierre Servan, on a entendu la fermeté du régime iranien qui ne veut céder sur rien, ni sur le nucléaire, ni sur Hormuz, où le régime estime qu'il dicte sa loi. Et on peut parler aussi de la capacité militaire de l'Iran, avec des stocks qui sont encore importants, des milliers de missiles balistiques, 50% de missiles balistiques intacts, 60% de forces navales opérationnelles. Est-ce que l'Iran est en capacité de tenir tête à Trump ? Alors c'est la grande question. Sur le plan militaire, on l'a souvent rappelé, le potentiel militaire iranien a été très fortement réduit. Un seul exemple, par exemple, le régime n'a plus la capacité aujourd'hui de produire, de construire de nouvelles fusées. Ils vivent sur leurs stocks, donc vous avez rappelé les stocks qui existent, mais ils n'ont plus la possibilité de les produire, de les construire. Ils n'ont pas le carburant pour pouvoir les alimenter, et tout le reste est un peu je dirais, du même tabac. Mais c'est un régime qui tient par la communication opérationnelle, par la ComOps ou par l'action psychologique, la propagande. Il arrive à donner le sentiment qu'effectivement il est hyper réactif, que pour ce régime obscurantiste, il joue parfaitement sur les codes que nous avons aujourd'hui. Et donc son message, c'est même pas mal, et le peuple est avec nous. Alors, la grande question qui se pose, et je n'ai pas la réponse, c'est qu'on commence à voir les effets économiques du blocus américain, qui, je dois dire, est pour moi la seule bonne idée américaine depuis le début de la guerre. Alors avec des trous, parce qu'il n'y a pas assez de bâtiments, mais enfin, c'est le truc le plus astucieux. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a quand même un étranglement économique qui se précise, des licenciements, des problèmes de règlement de pension des retraités qui ne le touchent pas, des faillites, et puis la grande question de savoir qu'est-ce qui va se passer pour les Iraniens qui peuvent plus sortir leur pétrole, même s'il y a la flotte fantôme, même s'il y a la mer Caspienne, etc. Si à un moment ils sont obligés d'arrêter le forage, le pompage, parce que les cuves de l'île de Khark seront pleines, là il va y avoir un gros problème. Et donc le talent, entre guillemets, de ce régime totalitaire, rappelons-le, mais habile, adroit, c'est d'enfumer et de montrer que leur capacité de nuisance, je ne sais pas si où est vraiment leur capacité militaire, mais leur capacité de nuisance reste à bon niveau. Et la Chine et la Russie, dont on n'a pas beaucoup parlé, enfin pas suffisamment, sur le plateau d'LCI, on a remis la question sur... On va partir à Moscou dans quelques instants. On va le faire, parce qu'il y a pas mal à dire sur l'aide dans différents domaines de la Chine et de l'Iran, et de la Russie en direction de l'Iran. C'est très intéressant, et je voyais acquiescer Brigitte Hadès. Pierre Servan nous disait que la stratégie de l'asphyxie économique voulue par Donald Trump, elle peut fonctionner. Mais absolument, et j'ai lu un article de Foreign Affairs depuis que vous avez peut-être lu aussi, il y a déjà au moins une semaine ou 10 jours, qui m'a vraiment assez rassurée sur la situation, parce que on voit bien le pompage, vont abîmer leur cuve, parce qu'il va falloir garder le pétrole, il n'y a pas moyen de se stocker ce pétrole qui sort, il n'est pas évacué, et finalement, même s'ils mettent en place peut-être quelques camions citernes qui vont aller par ailleurs en Syrie, notamment par l'Irak, ce sera jamais suffisant pour vraiment pouvoir alimenter les Iraniens en pétrole, surtout en argent. Mais ce qui me fascine aussi, c'est de voir comment le pays fonctionne encore, parce qu'ils font exprès de faire fonctionner le pays. Le pain est cuit, les immeubles ont de l'eau, les gens vivent. Pas partout, mais vous devez savoir mieux que moi, mais j'ai des cousins, parce que mon mari est iranien, donc j'ai des cousins qui vivent là-bas et qui ont dit que c'est quand même... C'est pour ça que c'est la grande force, en tout cas jusqu'à présent. Mais je pense que ça ne va pas durer. Oui, il y a une force de résilience, mais jusqu'à quand, David Boulay-Rose ? Non, elle est incontestable. On l'a vu d'ailleurs, ça a été sous-estimé au début en termes militaires, et ça l'est
en termes de résilience collective, y compris économique, alors que la pression sur la population est terrible. Notamment, il n'y a plus d'huile de cuisson, par exemple. Il y a des trafics d'huile de cuisson avec les pays limitrophes, avec la Turquie. C'est-à-dire tous les aliments de base viennent à manquer. Il y a certains aliments il y a un taux d'inflation de plus de 100%. Donc c'est extrêmement difficile, mais le pays tient effectivement. Alors il tient, mais la question de la stratégie américaine, effectivement, en fait c'est la stratégie de Brad Cooper. Hein. C'est lui, vraisemblablement le chef de l'USCENTCOM qui a suggéré ça, parce qu'effectivement c'est pas le fait uniquement d'empêcher la sortie de bateaux, même s'il y en a quelques-uns qui passent parce qu'ils arrêtent leur AIS, enfin leur transpondeur. C'est la question du stockage, et ça explique d'ailleurs la rhétorique très virulente des gardiens qui depuis 2-3 jours commencent à dire que si le blocus était maintenu, ils se réservaient le droit de pouvoir lancer des opérations offensives. Justement parce qu'en fait c'est la question du stockage, et les torchères notamment au Khouzistan, qui est la grande région, justement les torchères sont extrêmement importantes. Ça veut dire qu'on brûle du pétrole pour éviter justement une surcapacité, et en l'occurrence le problème c'est l'outil industriel et pétrolier qui est menacé à terme. Alors c'est très difficile d'avoir une temporalité, mais elle est pas toujours au détriment de Trump. Elle est des deux côtés, la temporalité, la contrainte temporelle, et notamment parce qu'il y a le problème de la contingence d'eau. C'est-à-dire que quand on réduit et voire on ferme un puits, c'est très difficile de le relancer après. Et donc ça veut dire que c'est l'outil, la richesse pétrolière fondamentale du pays qui peut à terme être hypothéquée. La question c'est à quel moment, sur quel délai, et est-ce que ça sera suffisant. Mais en tout cas c'est probablement effectivement la stratégie la plus, on va dire, pertinente qui a été mise en place depuis le début, parce que par ailleurs il y a eu des volets un peu erratiques. Colonel Goya, vous allez nous dire dans un instant si vous aussi vous estimez que l'Iran est en capacité de tenir tête à Donald Trump à l'aune de l'aide qu'apporte Vladimir Poutine au régime iranien. Car on sait, après consultation de documents secrets par la presse, que Moscou a livré des avions de combat, des missiles à Téhéran, potentiellement capables de viser des avions américains et israéliens dans le cadre d'une coopération qui s'étendrait jusqu'à 2027. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a été reçu par Poutine en personne à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Abbas Araghchi qui a salué la force de la coopération avec Moscou. Partons justement en Russie retrouver notre correspondant pour TF1 LCI, Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme. Quel est le rôle de Vladimir Poutine dans cette guerre, avec cette rencontre au sommet avec le représentant du régime iranien ? Bonjour, alors sachez d'abord que cette rencontre fait l'actualité du jour, c'est même la une des différentes agences de presse officielles russes. Vladimir Poutine a fait une petite déclaration dans laquelle il se pose en faiseur de paix au Moyen-Orient. Ça, c'est une position diplomatique russe assez classique, mais il s'agit de rappeler que Moscou fait partie de ce jeu régional, et c'est vrai que traditionnellement, les Russes ont eu de bonnes relations à la fois avec les pays du Golfe, Israël et bien sûr l'Iran, qui est son partenaire stratégique, pas son allié, mais son partenaire stratégique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il s'agit de fortifier un discours ici qui est hostile à l'Amérique et à l'Occident, accusé de ne pas respecter le droit international. Il faut vraiment savoir que cette guerre en Iran nourrit un discours beaucoup plus ancien qui tient à présenter la Russie comme un pays menacé, voire agressé perpétuellement par l'Ouest, par l'Occident. Mais ceci étant dit, Vladimir Poutine à présent ne va sans doute rien faire de plus pour plusieurs raisons. On s'en tient à ce jeu diplomatique tout d'abord parce que Moscou ne peut pas faire grand-chose de plus, la guerre en Ukraine étant très éprouvante pour l'armée et l'économie russe. Et puis on pourrait peut-être voir par ailleurs une forme de cynisme stratégique, c'est-à-dire que cette crise ouverte par les États-Unis a fait exploser le prix des hydrocarbures, et ça c'est une aubaine financière monumentale pour la Russie tant que dure cette crise. Merci beaucoup Jérôme Garraud avec Michael Merle, nos envoyés spéciaux à Moscou. Colonel Goya, avec l'aide de Poutine qui, devant les caméras, dit qu'il veut la paix et en fait en sous-main arme l'Iran, le régime peut-il tenir tête à Trump ?
Oui, je pense que le régime peut tenir tête, même sans l'aide russe. Même sans l'aide russe. Oui, d'abord il l'a fait. Alors c'est en grande partie parce que cette guerre a été très mal organisée du côté américain, très clairement. Elle a été sous-dimensionnée dès le départ. Elle a été très erratique. Et en plus, ça s'est arrêté à mi-chemin, quoi. On l'évoquait tout à l'heure. Les moyens militaires iraniens, ils sont toujours là, quoi. Donc il aurait fallu au moins continuer pendant un mois cette campagne de frappe si on avait voulu avoir de vrais résultats militaires, c'est-à-dire terminer, mettre fin à tout l'arsenal balistique, peut-être encore plus casser le programme nucléaire, etc. Là, au moins, déjà, Donald Trump aurait pu présenter un bilan en disant voilà, j'ai cassé les dents, les crocs du régime, il n'est plus menaçant militairement, même s'il n'y a pas de négociation. Or, il s'est arrêté à mi-chemin pour changer complètement d'optique. Et donc, se retrouve, les Iraniens, enfin le régime se retrouve dans une position où il dit écoutez, voilà, nous avons résisté. Aux États-Unis, le budget américain, c'est 50 fois le budget de la défense iranien, le budget réel, j'entends. Et aux Israéliens, c'est pas rien non plus. Et nous sommes toujours là. Nous avons toujours une capacité de frappe, et nous avons toujours les otages, la prise d'otages. Il faut bien concevoir le détroit d'Ormuz comme une prise d'otages, et nous avons encore cet atout. Et qui finalement, qui a demandé le premier véritablement arrêté, c'était Donald Trump. Qui le premier a montré des signes de fatigue, c'était Donald Trump, en menaçant éventuellement d'escalader, ce qui montrait bien qu'en réalité, cette première campagne ne donnait pas les résultats qu'il voulait. Et donc, c'est pour ça que cette négociation, elle est un peu biaisée. On se retrouve avec deux camps qui sont dans une position qui s'estiment vainqueurs, tous les deux. Donc ça marche pas, une négociation. Il faut qu'il y en ait un qui soit vraiment vaincu, qui ait un rapport de force écrasant, et que on dit on dicte un petit peu les conditions. Là, c'est pas le cas. Et donc on rentre dans une autre phase de bras de fer qui est un peu plus compliquée. Alors je suis assez d'accord qu'effectivement cette idée de contre-blocus, c'est peut-être l'idée la plus intelligente. Comme quoi il y a quand même des gens qui réfléchissent un peu dans l'administration américaine qui ont accepté cette idée. Maintenant, je ne suis pas sûr non plus que ça donne des effets si rapides que ça. Je rappelle qu'on avait mis un embargo terrible sur l'Irak à partir de 1991, et que 10 ans plus tard, alors les Irakiens étaient dans un état épouvantable, et que ça n'a rien changé politiquement. Et donc là, je me méfie beaucoup sur les effets de ces blocus face à des régimes aussi durs. Un régime qui a massacré 30 000 de ses citoyens. Il dit si ces gens-là souffrent, c'est tant pis. Nous, on tiendra autant qu'il faudra. Et puis à la limite, ce problème de stockage de pétrole. Il y a trop de pétrole, on ne peut pas arrêter les puits, on va balancer le pétrole dans le sable ou dans le golfe Persique. Oui, l'Iran affirme qu'il est en capacité de stocker du pétrole sur des bases flottantes en mer. Mais Pierre Servan, sur le rôle de Poutine, et je voudrais en profiter pour vous montrer une image d'un super yacht, d'un oligarque russe, Alexei Mordachov, qui a été autorisé, regardez, c'est super yacht qui vaut 500 millions de dollars, qui a été autorisé à traverser le détroit d'Ormuz, parce que le détroit, il est fermé, mais pas aux amis, évidemment, du régime iranien, et la Russie est un allié de Téhéran, raison pour laquelle ce super yacht a réussi à passer le détroit, et les Américains n'ont rien eu à dire. Sur le rôle de Poutine, Pierre Servan. Alors sur le yacht, le super yacht, c'est un sacré pied de nez qui est fait par les Iraniens. Il faut bien comprendre que derrière cette décision, derrière tous les films que l'on voit, ce sont des cellules qui sont entièrement dédiées. Vous avez des créatifs, des jeunes qui sont parfaitement au fait de tous les codes et qui tous les jours font des propositions, parce que on en parle ici, mais sur toutes les chaînes de télévision du monde, on va commenter ça. Donc ça, c'est un sacré pied de nez. Sur l'aide de la Russie, la première chose, c'est que la Russie est en trop grande difficulté en Ukraine, et malheureusement, on ne parle pas suffisamment du dossier ukrainien, mais la Russie est en grave difficulté, et donc ils ne sont pas en capacité de fournir massivement de l'armement. Mais ils aident les Iraniens dans 3 domaines extrêmement concrets. On parle beaucoup des Shahed, donc ces drones iraniens. Historiquement, ce sont les Iraniens qui les ont fournis aux Russes. Les Russes les ont transformés. Ce sont les géraniums, et ils ont amélioré ça. Et les Russes, en retour, redonnent aux Iraniens les moyens d'améliorer ces drones qui sont fabriqués dans des ateliers et des garages.
qui donc sont assez insensibles aux frappes massives. Donc première aide, amélioration de la capacité de pénétration, de distance, de détourner les brouillages des Shahed grâce à la Russie. Second exemple très important, on a parlé des fusées iraniennes qui ont des capacités de 2000 km, voire plus. Au démarrage de la fusée, je pense que tous les téléspectateurs voient une fusée Ariane ou autre, vous avez un dégagement de chaleur au cul, pardonnez-moi, de la fusée qui est considérable. Ces traces, ces signalements thermiques sont repérés par les radars d'observation qui vont transmettre, par les satellites d'observation, qui vont retransmettre à des radars le point de départ de cette fusée, et donc ça va permettre de suivre la trajectoire balistique de la fusée, et ça va permettre au système de défense des Israéliens, des pétromonarchies, d'intercepter plus facilement ces fusées. Les Russes sont parvenus à fournir et à conseiller les Iraniens pour camoufler cette signature thermique au démarrage. Je ne sais pas comment, la source que j'ai, qui est très pointue, va donner cette information, sans me dire comment, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça retarde le moment où la fusée va être identifiée par les radars de défense, et donc ça donne à ces fusées une plus grande capacité de pénétration et de destruction. Et troisième exemple très concret, les Russes comme les Chinois ont fourni de l'aide au ciblage, pour permettre justement aux Iraniens d'être plus précis, ce qui explique pourquoi les Iraniens, malgré toutes les destructions dont ils ont fait l'objet, ont eu une capacité ces dernières semaines, enfin avant le cessez-le-feu, de faire des frappes en miroir, de donner le sentiment faux qu'il y avait une sorte de balance équilibrée entre la force américaine et israélienne et la leur, ce qui est faux réellement, mais en impression, en image, ce ciblage, notamment sur la base du prince sultan en Arabie saoudite, ça serait du renseignement chinois, eh bien, on en a tous beaucoup parlé, et donc ça rééquilibre au profit du régime iranien les perceptions et l'analyse globale. On comprend, grâce à vous, colonel et Pierre Servant, sur le plan militaire, l'aide précieuse apportée par Vladimir Poutine, tandis que Donald Trump assure que c'est lui qui a le contrôle du détroit d'Ormuz. On sait que le monde entier s'agace. On a entendu Emmanuel Macron, on va entendre le chancelier allemand qui estime que Donald Trump est humilié par le régime iranien à Ormuz, aux grandes dames de la planète entière. Vous le voyez, ces images datent du jour même, des dizaines et des dizaines de navires qui sont toujours bloqués, et l'Iran qui se vante de dicter sa loi, à l'image, souvenez-vous, de la saisie du navire Epaminondas la semaine dernière par les gardiens de la Révolution, qui avaient ouvert le feu. Ce journaliste acquis au régime et à sa propagande raconte l'opération à bord du navire. Je suis à côté du navire Epaminondas et il prépare l'accès pour que nous puissions entrer à l'intérieur. Ignorant le nouvel ordre du détroit le plus stratégique du monde et son histoire, le navire s'est appuyé sur des consignes sans fondement du président américain, tentant de violer le droit international et l'intégrité territoriale de l'Iran. Maintenant, il doit attendre l'achèvement des procédures juridiques nécessaires avant qu'il puisse être relâché. La cellule qui... Pierre Servant, vous commentez les images. Allez-y, avant qu'on parte évidemment au Qatar dans un instant, retrouver nos envoyés spéciaux. Ça vous est réagir ces images? Oui, alors ça me fait mal au cœur de trouver des choses bien du côté de ce régime totalitaire. Mais qu'est-ce qui joue bien, ce type de... Vous voyez, ce nouvel acte de propagande, plus que les autres, ça veut dire qu'ils ont des cellules. Les Russes ont également ces cellules créatives pour injecter des incidents, de l'action psychologique, du cyber, pour impressionner, et ça sert ce qu'on appelle le narratif iranien, qui arrive à donner le sentiment d'une puissance plus importante que la réalité. Brigitte Hadès. Absolument, mais d'ailleurs on n'a pas parlé des réseaux parce on parle trop des réseaux, mais finalement c'est une réalité, c'est que ils utilisent, mais ils sont très intelligents pour faire ça. D'ailleurs, ils ont souvent été éduqués aux États-Unis. Oui. Et ou en Angleterre, et là où j'ai rencontré mon mari d'ailleurs, et je sais que ces gens-là sont extrêmement au fait de ce qui plaît à l'Occident, ce qui peut vraiment appuyer sur le bouton qui fait mal, etc. Donc ils sont extrêmement habiles. Et d'ailleurs le son a été traduit, mais si vous écoutez bien, c'est en anglais que ce journaliste affilié au régime s'exprime pour sa vidéo. Donc, clairement, le message est destiné Urbi et Orbi à la vidéo. Mais
Mais c'est plus subtil que du côté russe, d'une certaine manière. Ah oui. Oui. Justement, c'est beaucoup plus affiné parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leurs études aux États-Unis. Guillaume, tout ça est assez sombre, effectivement, parce qu'on a quand même le sentiment que ce sont les Iraniens qui contrôlent la situation. Il y a quand même des éléments positifs. Le premier, c'est que vous l'avez vu, ce yacht là qui est passé par le détroit d'Ormuz. Bon, c'est pas une pinasse, comme on dirait sur le passage d'embarcation. Je sais pas si on peut revoir rapidement l'image, parce que là on a des propagande iranienne. Ça veut dire qu'on peut passer dans le détroit d'Ormuz. Voilà, c'est le bateau à 500 millions. Ça veut dire qu'il n'est pas totalement miné. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que certes, les Iraniens ont le contrôle de la situation, mais ils font attention à ne rien faire qui soit irréversible. C'est pour ça que tant que les négociations sont pas définitivement terminées, on peut quand même espérer que ce soit rien d'irréversible ne soit fait. It's not over until it's over. Donc ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Partons au Qatar retrouver Célia Yousfredi avec Arthur Grolet, nos envoyés spéciaux. Merci d'avoir patienté Célia et Arthur. Bonsoir Célia. La bataille pour le contrôle du détroit d'Ormuz se poursuit. Bataille face à face. Il y a le golfe Persique qui est très loin derrière vous dans la nuit. Célia, les Américains, eux, se vantent d'avoir intercepté un cargo appartenant à la flotte fantôme iranienne ces dernières heures. Oui, c'était hier un navire iranien qui transportait des produits énergétiques, du pétrole et du gaz a été intercepté par un hélicoptère de l'US Navy et contraint à faire demi-tour. Ce genre d'événements, ils deviennent presque habituels depuis l'instauration du blocus américain le 13 avril. Ce matin encore, le CENTCOM a communiqué en disant qu'un nouveau navire commercial avait été contraint de faire demi-tour. Alors aujourd'hui, on peut vous dire que la circulation a été très calme dans le détroit d'Ormuz. Très peu de navires se sont aventurés. Il faut dire que les blocus sont toujours en cours, et ce qui fait donc que plusieurs centaines de navires sont encore bloqués du côté du Golfe. Et si on regarde les chiffres américains communiqués par le CENTCOM, en tout, ce sont 38 navires qui ont été bloqués et contraints de faire demi-tour depuis l'instauration de ce blocus américain. Merci beaucoup pour ces informations précieuses, Célia Yousfredi avec Arthur Grolet, nos envoyés spéciaux en direct ce soir de Doha. Allons plus loin avec vous, colonel Goya, carte et images à l'appui pour comprendre pourquoi et comment le détroit d'Ormuz est toujours un piège iranien pour Donald Trump, malgré l'armada américaine, avec tous ces navires et ces porte-avions. Vous le voyez, image du jour, on vous le dit, on vous le répète, mais c'est très très parlant. La situation, elle est là, la situation que les Européens dénoncent. On entendra Emmanuel Macron et le chancelier allemand, des dizaines de navires, des cargos, des pétroliers qui sont bloqués dans ce détroit d'Ormuz. C'est le monde entier, disait le colonel Goya, qui est pris en otage. On va regarder sur cette carte en quoi consiste le blocus naval qui a été imposé par le président américain. Vous voyez, donc là, c'est une espèce de frontière virtuelle, frontière navale, l'armada américaine, le détroit d'Ormuz, avec le golfe Persique, le golfe d'Oman, et évidemment les côtes iraniennes. Et c'est là, évidemment, que tout se joue. Et vous allez nous raconter, colonel, on va voir sur une autre carte maintenant, comment les navires iraniens parviennent à contourner le blocus américain sur ces côtes. Racontez-nous, colonel Goya. Alors, il y a deux problèmes qui se posent pour les Américains. Le premier, c'est que les côtes iraniennes sont très armées. Ici en vert. C'est-à-dire que là, vous avez Donald Trump se vante d'avoir détruit la marine iranienne. Je veux dire, on s'en fout, c'est pas le problème. Le problème, c'est tout ce qu'on appelle la poussière navale. Ce sont tous ces moyens de défense de côte sur quelques dizaines de kilomètres et qui empêchent les Américains quand même de s'approcher trop près des côtes avec leurs moyens parce qu'ils savent que c'est très dangereux. Donc on reste un peu à distance. Le problème, c'est que cette zone correspond aussi aux eaux territoriales. Et donc il est possible pour les navires qui veulent échapper au blocus, au contre-blocus américain, de longer simplement
effectivement la côte, notamment à partir du port de Chabar, qui est ici, qui est près de la frontière pakistanaise, et puis de longer, alors avec l'accord évidemment des pays, de longer les eaux territoriales, ce qui pose évidemment un problème pour les Américains qui n'ont pas la possibilité véritablement d'intervenir sans l'accord en tout cas des pays concernés. Et donc on se retrouve ici au Pakistan. Au Pakistan, au passage, entre les deux, on peut faire ce qu'on appelle des transbordements. C'est quoi ce transbordement justement ? Vous avez un pétrolier, un autre pétrolier vide, un pétrolier plein, un autre pétrolier vide, et on met tout dans le pétrolier pakistanais, par exemple, qui se trouve juste là et qui, donc, de ce coup, n'est plus contrôlable. Si je reprécise, colonel Goya, là c'est mon navire iranien, voilà, il longe les côtes iraniennes, et c'est là après que peut se faire le transfert sur les côtes pakistanaises. Les transbordeurs coupés, etc., en silence radio. Oui, vous avez repéré. Et puis il peut effectivement, la cargaison peut passer d'un navire à l'autre. Alors, ça se fait assez régulièrement dans ce qu'on appelle la flotte fantôme, dans différentes régions du monde. Et puis après, c'est un autre navire qui passe, et un navire qui lui est pakistanais ou d'une autre nationalité, qui dans ce cas-là échappe éventuellement au contrôle. Voilà. Et après, on peut continuer comme ça. J'ajoute un élément, c'est que les Américains ont un dispositif ici, on l'a évoqué, mais ils ont un deuxième dispositif qui est du côté, on voit la carte de l'Inde, mais à la pointe de l'Inde, et qui est là pour un peu essayer de rattraper les navires qui ont... Et donc on peut imaginer qu'ils peuvent poursuivre les cargos qui ont réussi à franchir le blocus dans cette zone-là. Oui, ou alors du côté du Sri Lanka, c'est-à-dire ceux qui font le commerce avec la Chine en particulier. Et alors, au passage, ça veut dire que vous avez le groupe de porte-hélicoptères du Boxer qui se consacre à cette mission. Ça veut dire aussi que les Marines du Tripoli, par exemple, ils sont en train aussi de participer au blocus. C'est eux qu'on voit en hélicoptère pour aller contrôler les navires. Ça veut dire quoi aussi très concrètement ? C'est que quand les Américains font le blocus, ils n'ont plus les moyens de mener l'assaut sur le détroit d'Ormuz. Il faut qu'ils fassent un choix avec les moyens qu'ils ont actuellement. Et donc c'est un signal, c'est un signal aussi pour les Iraniens. Les Iraniens se disent, écoutez, voilà, nous, du côté du détroit, on est tranquille en fait. Oui. Et voilà, mais ils ont créé une autre zone qui pose problème à l'armada américaine. Oui, complètement. Mais malgré tout, ce contre-blocus, il intercepte un certain nombre de navires dans les deux sens, incontestablement. Mais certains passent au travers. Merci, colonel. C'est extrêmement clair grâce à vous. David Rigoulet-Rose, ça montre à quel point la situation est beaucoup plus compliquée dans le détroit que ce que Donald Trump avait anticipé. Oui, depuis le début, de toute façon, il y a une erreur de calcul du côté américain, c'est sur la temporalité de l'opération militaire qui a été planifiée. On voit d'ailleurs quand il dit dans 48 heures, le stockage sera impossible à gérer, etc. Il est toujours dans les 48 heures, mais le problème c'est que il est pressé, impatient, et là il apprend bon gré mal gré la patience, et il a compris qu'il pourrait pas imposer son tempo, et donc il s'inscrit dans la durée. Donc évidemment, il intègre ça aussi politiquement par rapport à son opinion publique intérieure, ce qui va pas de soi pour lui. Donc il y a eu cette erreur de calcul. Maintenant il a compris, et donc c'est pour ça qu'il s'inscrit avec le blocus dans la durée. Alors c'est pour essayer de compenser la temporalité iranienne, qui a fait aussi une erreur de calcul déjà en juin. C'est que les Iraniens n'ont pas pensé qu'il irait jusqu'au bout sur le plan militaire. Il a pensé que c'était du bluff, et donc maintenant ils ont compris que ça n'était pas du bluff, et donc il y a une espèce de rééquilibrage qui se fait avec un double blocus qui pénalise les uns et les autres. Parce que ça veut dire que la notion d'urgence et de temporalité se rapproche des deux côtés, à la fois pour Trump et pour les Iraniens, liés au stockage, etc. Et pour Trump, parce que lui, il a ses intérêts nationaux, etc., politiques. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un équilibrage des temporalités qui n'existait pas au début. Et la question, c'est qui est prêt à tenir le plus longtemps, en fait. C'est ça le problème. Qui est le maître, maître des horloges ? Personne n'est le maître des horloges complètement. Chacun a des atouts des deux côtés. La vraie question, elle est qui est prêt à payer le prix de la durée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que les négociations à Islamabad ne fonctionnent pas, mais que le contact n'est pas rompu, parce qu'il y a un moment donné où les deux parties vont devoir se retrouver pour discuter. Alors je ne sais pas à quel niveau, est-ce que Vance ira serrer la main d'Arakchi ou de Ralibaf ou de n'importe quel autre représentant de la République islamique, mais le contact n'est pas entièrement rompu, et on peut très bien d'ici quelques jours avoir les négociations
direction d'Islamabad de nouveau rebranchée pour que les deux parties se retrouvent, parce qu'elles ont intérêt à ce que ça se termine. Les deux, Téhéran et Washington. Il y a des lignes rouges qui sont pour l'instant vraiment pas conciliables. Oui, et notamment le nucléaire. Pierre Servan. Oui, non, je partage tout à fait le point de vue de David et Grégory. Vraiment, cette course contre le temps, et sans qu'on puisse savoir à quel moment la balance va tomber d'un côté et de l'autre. Mais pour revenir à travers ces notions utilisées par le président américain, 48 heures, je règle le conflit en 24 heures, la guerre du Vietnam, je régler très vite, etc. Il y a vraiment un énorme problème de la communication américaine. Alors souvent on dit, ah oui, mais c'est Trump. Sauf que ce type de déclaration, enfin la communication trumpiste, elle est vraiment faite, selon moi, pour des shows américains. C'est-à-dire où il faut balancer des slogans, des trucs, etc. Demain est un autre jour, ça n'a pas beaucoup d'importance, donc on peut dire 48 heures, ça va être réglé sur 24 heures, je vais rayer une civilisation de la carte, etc. Sauf que, à mon sens, ça nuit complètement à la crédibilité américaine. Alors c'est pas une nouveauté s'agissant de Trump, mais surtout ça renforce l'ennemi. Et ce que Trump ne comprend pas, et ses conseillers n'ont certainement pas pu lui faire comprendre, c'est qu'en situation de guerre, la communication opérationnelle, l'action psychologique, c'est une arme aussi importante que le bombardement massif, etc. Et que l'objectif majeur, c'est de ne pas donner des billes à l'adversaire. Or, Trump, avec ses déclarations à l'emporte-pièce, les trucs génériques, vous vous rendez compte qu'il a été obligé de démentir l'utilisation de l'arme nucléaire dans une région où on essaye de se battre contre le fait que ce régime terroriste ait l'arme nucléaire. Non mais, enfin, on est complètement dingue. Et, comment dirais-je, pour terminer, ce président américain a une capacité à détruire les intérêts américains, à se tirer des balles dans le pied et à gérer les choses par ces à-coups-là, qui font que malheureusement les Iraniens apparaissent presque comme calmes, certains de leurs forces, dilant leurs trucs, etc. Alors que c'est certainement pas vrai quand on voit les divisions qui sortent, les éclats, Galibaf, le président du Parlement qui se retire, etc. C'est beaucoup moins, je dirais, une vie tranquille que ce que l'on croit. Mais la politique trumpienne apporte du grain à ce régime, c'est effroyable. Encore une fois, c'est vrai pour toutes les guerres aujourd'hui. La communication de guerre, la communication opérationnelle, elle est centrale. Et déjà, il faut essayer de faire bien son boulot et surtout ne pas filer d'arguments aux voisins. À l'ennemi. Bien sûr, pendant ce temps, Brice Hadès, Guillaume Roquette, le monde s'impatiente. Écoutez Emmanuel Macron et le chancelier allemand, Merz, qui a des mots très très durs envers le président américain. On se bat pour que le prix de l'essence diminue là. Je sais, vous voyez. Je sais. Il faut qu'on rouvre ce fichier Détroit. C'est ça qui nous fout dedans. C'est Détroit d'or. T'as 20% des capacités mondiales bloquées dans ce truc-là. Et là, il faut absolument. Là, on se bat, mais il y en a qui nous aident. Les Américains n'ont manifestement aucune stratégie, et le problème avec ce genre de conflit, c'est qu'il ne suffit pas d'entrer, il faut aussi se retirer. Une nation entière est humiliée par les dirigeants iraniens, notamment par le biais de ces soi-disant gardiens de la révolution. Trump est-il humilié par le régime iranien ? Alors, c'est ce que le régime iranien essaye de faire, mais ce n'est pas le cas, franchement. Et je remarque que pendant un certain temps, on a entendu que les Iraniens n'iraient pas aux tables de négociation à Islamabad s'ils ne retiraient pas le blocus. Les Américains avaient comme précondition, les Iraniens avaient comme précondition de faire que les Américains devaient sortir le contre-blocus. Ils ne l'ont pas fait, ils sont allés quand même. Bon, ça n'a pas marché, mais ils y sont allés. Ça montre bien qu'ils sont quand même assez faibles et qu'ils sont quand même assez dans l'espoir qu'il y ait un cessez-le-feu ou quelque chose qui continue. Un accord se trouve. Guillaume Roquette, j'ai envie de vous entendre sur les propos d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand. Oui, effectivement, les deux Européens s'inquiètent des conséquences du blocus sur l'économie mondiale. Ils s'inquiètent aussi pas mal des conséquences sur leur popularité. Oui. Parce que vous avez vu que M. Macron, il parle de plein de choses. Il oublie juste un truc, c'est que quand on achète 2 € le litre de super, il y en a la moitié, c'est-à-dire 1 € qui va dans les caisses de l'État. Mais ça, apparemment, on n'y touche pas. Maintenant, sur le fond, effectivement, il y a des tensions. On n'en est pas encore à une situation catastrophique. Le patron de Total, Patrick Pouyanné, disait dans le Figaro il y a quelques jours que le risque de pénurie, il interviendrait au bout de 2 ou 3 mois. Donc oui, le pétrole monte, oui, il y a des tensions, mais Donald Trump n'est pas encore acculé à prendre une décision. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas encore humilié, dans la mesure où l'économie mondiale, elle s'inquiète,
mais elle n'est pas à l'arrêt. On n'est pas aujourd'hui dans une crise énergétique du type que celle qu'on a pu vivre à la fin du XXe siècle. Je précise que Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, s'exprimera ce soir. Évidemment, nous l'écouterons en direct sur LCI. Le Grand Dossier, c'est aussi une émission qui s'écoute en podcast sur toutes vos plateformes, Spotify, Deezer et autres.